Voilà. Alors Nicolas, je vais te donner la parole en tout premier. Attaquons cette revue de presse d'abord nationale. Quels sont les éléments que tu as sélectionnés pour aujourd'hui que l'on commentera lors de cette revue de presse? De toute façon, cette revue de presse va être en grande partie consacrée à l'élimination ciblée d'Yahya Sinwar, donc celui qui était le nouveau chef du Hamas. Après la première élimination tout aussi ciblée en Iran de son prédécesseur. Donc c'est une victoire indéniablement de plus, une bataille de plus gagnée par Israël et Tsahal. Ça ne dit rien, comme je le dis depuis le début, sur la victoire finale qui ne se jouera pas uniquement sur des frappes décapitantes, sur des tonnes de bombes, mais aussi et d'abord une victoire en géopolitique. À moins de vouloir en effet mettre le feu au monde, ça se joue sur la réception de l'opinion publique internationale. Et la réception de l'opinion publique internationale, elle ne cesse. Alors il y a les bruits du roquet Macron, qui d'ailleurs se gendarme, ça fera partie de ces informations dont on parlera. On est entre le national et l'international qui se gendarme contre les fuites en Conseil des ministres qui ont créé cette tension entre le gouvernement israélien et l'Élysée en France. Mais voilà, l'opinion publique internationale, elle est manifestement... déjà, il faut maintenant distinguer très clairement l'Occident du reste du monde. L'hostilité du reste du monde à la politique de Netanyahou est considérable. Et en Occident, de plus en plus, aux États-Unis, comme dans plusieurs pays européens, la tendance nette est au reflux du soutien à Israël et à sa politique militaire, que ce soit à Gaza, que ce soit au Liban, que ce soit en Syrie ou en Iran, sachant que ils continuent d'ailleurs à bombarder de façon totalement illégale les Israéliens aussi en Syrie, sans que l'opinion publique, sans que les organisations internationales finalement ne soient suffisamment saisies, et rien ne semble arrêter Netanyahou pour l'instant. Donc ça c'est pour l'international. Pour le national, la seule information c'est on n'a jamais vu ça. De mémoire d'homme. De mémoire d'homme, oui. De mémoire d'homme. Vous vous rendez compte, voilà les propos des médias sur les pluies torrentielles qui se déroulent avec des alertes rouges. Donc alertes rouges, c'est-à-dire que ce sont des crues imminentes ou des crues en cours, dont la Haute-Loire qui a été particulièrement frappée. Donc là, évidemment, il y a aussi toute cette politique de communication à la McKinsey qui passe beaucoup par les chaînes d'information en continu. On montre en boucle des torrents d'eau qui passent pratiquement au-dessus de Pont-de-Pierre. Il y a une stratégie du choc. C'est un nouvel épisode, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur des épisodes. Il y a eu et sans que d'ailleurs une information chassant l'autre, on ne s'étonne d'informations totalement contradictoires. Il y a 2 ans, la terre était tellement sèche, elle criait l'eau qui n'arrivait pas. Le monde allait brûler, être désertique. Et en conséquence de quoi, on parlait de méga feux. Rappelez-vous, en 2020, l'année 2020 a débuté avant la pandémie de coronavirus par ces feux immenses en Australie. Qui avaient été fortement médiatisés. Donc la terre était sèche car il ne pleuvait plus, tenez-vous bien. Et 4 ans plus tard, c'est l'inverse. C'est le déluge. Faites vos arches, préparez vos arches. C'est le grand déluge, préparez une colombe et un corbeau pour le jour où les eaux finiront quand même par descendre et qu'il faudra à nouveau trouver un mont Ararat, symbole de la petite Arménie, sur le territoire du Grand Turc. Donc voilà un petit peu les informations que l'on peut commenter, mon cher Raphaël. Je ne sais pas trop par quoi tu souhaites qu'on commence.
Ouais, continuons sur l'actualité française nationale. C'est vrai que malheureusement, de nombreux Français, et peut-être certains de nos spectateurs, sont affectés par ces inondations. Donc, la citation donc, du jamais vu de Mémoire d'homme, hein, il faut préciser, ça vient de Agnès Pannier-Runacher, aujourd'hui ministre de la Transition écologique, du climat et de la prévention des risques. Il faut se souvenir de la période où elle nous parlait de l'industrie, du travail, où elle faisait des conférences type TEDx avec son magnifique accent, où elle disait il faut travailler un plus pour gagner plus. Et donc là maintenant, elle nous explique qu'il faut développer une culture du risque. Il faut s'attendre à des épisodes répétés à cause, bien évidemment, du dérèglement climatique. Donc n'oubliez pas, chers spectateurs, vendez vos véhicules thermiques, faites du vélo, arrêtez de travailler et accepter le crédit social qui viendra petit à petit. C'est bon pour la planète, car bien évidemment, ce sont les quelques Français qui se plieront à ces règles en supprimant leur liberté, et bien qui pourront compenser l'industrie chinoise, africaine, américaine, ainsi que tout le reste du monde. Hein, si on parle vraiment de dérèglement climatique, il y a évidemment toujours une petite hypocrisie derrière. Mais je vais d'abord laisser simplement la parole à Lara Stam. Lara Stam, justement, donc sur cet épisode-là, à la fois évidemment des séries d'inondations qui ne cessent d'augmenter avec cette grande perturbation climatique, mais aussi voilà les commentaires que l'on a de notre caste politique qui s'inquiète fortement de ces situations. Qu'en penses-tu ? Déjà, je pense que c'est une belle opération, disons, d'évitement pour tout un tas de sujets qu'il ne faut pas aborder. Si on regardait hier les chaînes d'infos en continu, il y en avait que pour Aya Sinoir. Hein, il y avait rien d'autre dans le monde. Il se passait rien d'autre que cette histoire de chef d'Hamas éliminé par une frappe israélienne. Moi, je rappelle aussi que justement, quand il y a eu les épisodes de sécheresse, étrangement, nos villes, nos municipalités avaient choisi une stratégie assez, comment dire, punitive vis-à-vis des touristes et voilà, des vacanciers. Les fontaines étaient éteintes. D'ailleurs, elles sont toujours pas allumées. Pour certaines villes, vous n'avez toujours pas des fontaines en route, alors que depuis 4 ans, je pense que l'eau est revenue quand même. Là, d'après leur propre image, l'eau est bien là. Tout est comme ça en fait. À chaque fois, il y a une stratégie qui se met en place de communication qui met une chape de plomb sur la précédente sans qu'il y ait des conséquences tirées et puis des changements qui en découlent. Donc voilà, les fontaines sont toujours pas allumées, mais l'eau est bien là. Absolument. Donc, nous surveillerons ces épisodes. N'empêche, c'est-à-dire, blague à part, autour des commentaires politiques, il faut savoir que malheureusement, les inondations causent énormément de dégâts. Donc, on espère qu'avec le contexte de crise économique actuelle pour de nombreux Français, eh bien, ils ont soit de bonnes assurances ou bien ne se retrouveront pas écrasés définitivement avec toutes les pressions. Je vous rappelle qu'on a des pressions fiscales, on a des pressions au niveau de l'inflation et donc maintenant avec de nombreux dégâts, si vous perdez tous vos biens, chers amis, peut-être que ce sont des signes peut-être même supérieurs qui nous montrent que notre pays, même si comme le disait Nicolas, il va falloir peut-être monter sur l'arche. Il est peut-être temps de se créer une arche, les amis, pour se protéger de toutes les crises qui commencent à frapper la France. Donc, pour continuer, Nicolas, en tout cas, sur l'actualité nationale, on va évidemment préparer, laisser du temps pour tout le segment international et sur l'actualité du Proche-Orient, avec la mort, en tout cas, du chef du Hamas, le cerveau des opérations du 7 octobre, comme on le résume. Sur les médias. Le diable, d'après certains médias, certains journalistes, le diable. Exactement. Donc continuons en tout cas quelques minutes sur notre revue de presse nationale avant d'attaquer l'international. Donc Nicolas, je crois que tu voulais nous parler d'un sondage, en tout cas de la réaction des Français sur Bruno Retailleau et sur son grand projet face à l'immigration. Je vais d'abord rester un moment, si tu le veux bien, sur cet épisode dit Cévenol, pour rappeler que ce sont des épisodes de pluie torrentielle tels qu'on a pu les découvrir et observer à une époque dans les Cévennes, comme son nom l'indique. Alors pour revenir sur les fontaines dont parle Lara Stam, c'est en effet assez sidérant qu'il y a, c'était l'été d'il y a 2 ans, par arrêté préfectoral, et là qui montrait la stratégie du choc,
les préfets interdisaient l'eau dans les fontaines, qui était souvent de l'eau dans des circuits totalement fermés. Donc dans des circuits totalement fermés où en fait ça n'utilisait absolument pas d'eau, puisque c'était une eau qui était déjà là. Mais il fallait montrer, voilà, il fallait vraiment mettre cette pression sur les esprits. Et ça, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ces bandes d'imbéciles qui montrent ça aussi, c'est une décadence absolument inimaginable de notre pays. C'est que les services de la mairie, des mairies, dont les préfets se sont amusés à faire couper l'eau, eh bien, 6 mois après, 1 an après, étaient infoutus de remettre l'eau. Parce qu'évidemment, c'est pas sans conséquence que de laisser des circuits sans eau pendant 6 mois, 1 an. Après, vous avez des fuites un peu partout. Et comme vous ne savez absolument pas les réparer, si tant est que vous ayez encore les plans des circuits, pour dire, parce qu'il faut connaître quand même la fonction publique territoriale des espaces verts, de la voirie haute. C'est quelque chose dans beaucoup de mairies. C'est une gabegie inimaginable avec l'argent, évidemment, des Français. Donc voilà, ça ne marche plus. Moi, j'ai souvenir à Aix-en-Provence de magnifiques fontaines en plus, avec une eau relativement fraîche. Alors là, elle n'était pas en circuit fermé, celle-là. Ils ont coupé les sources. Résultat, espèce de petite mousse magnifique qu'il y avait sur la pierre, brûlait. Et aujourd'hui, elles sont en plein cours Mirabeau, qui est un cours, c'est classé, le cours Mirabeau, sont totalement brûlées. On en arrive à ça, on en arrive à ces aberrations, tout ça, pour mettre dans l'esprit des gens, voilà, qu'il y a quelque chose de dramatique et qu'il va falloir évidemment. C'est la dette écologique finalement. Tout ça, tout ce narratif vient appuyer cette dette écologique dont nous rebat les oreilles le commissaire Barnier depuis son accession à Matignon. Donc, puisque justement il y a, alors évidemment, on est passé dans les années 70, on était sur le refroidissement, la glaciation, l'ère de glaciation climatique, et puis ensuite on est passé à la période qui s'est achevée il y a peu de réchauffement climatique, et étant donné qu'on voit bien que c'est impossible de tenir la notion de réchauffement climatique, tout le monde peut l'observer, alors maintenant on parle de changement climatique. C'est vrai que le climat, ça ne change pas tous les jours, bien sûr. Voilà, donc on a un terrible changement climatique. Et ça a un impact sur tous les esprits, même sur les gens qui ont le plus de recul. À la moindre petite chaleur, maintenant l'été, ça y est, c'est la canicule. Alors que c'est souvent un temps tout à fait estival. Il y a 2 périodes de pluie, même si ce ne sont pas les moussons indiennes. Il y a une période actuellement, donc il peut y avoir en effet des pluies torrentielles, comme le nom l'indique, épisode cévénol, et puis vous avez ça à nouveau souvent au printemps. Alors oui, il y a plus de pluie que d'habitude, mais les raisons principales, elles ne sont pas allées chercher dans le déchaînement ou dérèglement climatique, mais principalement par le bétonnage. Et ça, c'est typique. La notion de CO2, c'est la même chose. C'est cette même façon de nous masquer la réalité. Oui, il y a de gigantesques pollutions dans le monde aujourd'hui. L'homme pollue la planète. L'homme la pollue et la détruit. Mais ce n'est pas la conséquence principale de cette destruction, ce n'est pas le réchauffement climatique. Ce n'est pas le CO2. Et de même, oui, il y a de la pluie, il y a énormément de pluie. On peut se demander d'ailleurs si ces épisodes de pluie, j'en ai discuté avant-hier avec Pierre-Antoine Plaquevent, qui est un spécialiste de cette géo-ingénierie. Oui, il n'est pas exclu qu'il y ait du tripatouillage au niveau climatique. Je rappelle quand même qu'il y a une guerre à nos portes. On parle de Rasputitsa, je parle sous l'autorité de la Rastam quant à sa prononciation. Est-ce qu'on provoque pas des épisodes de pluie plus importants à certains moments? Est-ce que, au contraire, on fait un hiver doux quand on veut se passer du gaz russe, ou que nos centrales nucléaires ne sont en tellement mauvais état qu'elles ne produiraient pas assez d'électricité s'il faisait froid? Est-ce qu'il n'y a pas du tripatouillage permanent sur le climat? C'est pas exclu. Est-ce qu'une partie de ce tripatouillage aurait aussi comme ambition et comme but de choquer, d'être dans une stratégie du choc des populations? C'est pas totalement à exclure.
sans avoir de certitude évidemment sur ce sujet. Mais enfin, la géo-ingénierie pour faire pleuvoir, c'est une ingénierie qui est parfaitement connue, parfaitement maîtrisée, par exemple au Moyen-Orient, avec des fois des épisodes inattendus au Qatar et autres. Il y a eu, je crois, il y a quelques mois, des pluies et des inondations, non jamais vues de mémoire de Bédouins, Madame Pannier-Runacher. Eh bien, c'était peut-être lié, c'est probablement là pour le coup lié à des actions humaines dont on ne connaît pas les conséquences d'ailleurs sur la santé humaine, sur le climat. Donc oui, il faut quand même s'interroger sur ce qui s'est passé et sur ce qui se passe actuellement, particulièrement pour regarder un peu la carte. Vous avez eu ça dans le Vaucluse, dans l'Isère, dans l'Ardèche en particulier. Annonay est totalement sous l'eau. Donc oui, il ne s'agit pas non plus d'en rire, même si le ridicule ne tue plus, que Madame Pannier-Runacher a beaucoup de chance pour cela. Voilà ce que j'avais envie d'ajouter sur ce point. Je ferai 2 rappels importants, parce que Nicolas, tu viens de dire, parce que c'est vrai que ça représentait les questions qu'il y avait dans le chat. Eh bien, nous avons eu Pierre-Antoine Plaquevent qui est venu cette semaine, lors de la matinale, pour parler de la géo-ingénierie. Mais je vous rappelle que c'est un sujet, en fait, que nous avons déjà traité, à la fois dans la revue mensuelle de Géo Petit Profond. Vous avez un article complet qui vous parle directement des brevets, même, qui ont été déposés en termes de géo-ingénierie, et aussi de faire un retour historique sur les utilisations qu'il y a eu. Et Pierre-Antoine Plaquevent fait un rappel, notamment lors de la guerre du Vietnam, mais aussi lors des Jeux Olympiques en Chine, ainsi que lors de d'autres situations qui montrent qu'il y a une réalité de géo-ingénierie avec différents objectifs derrière. Et aussi, vous avez une interview complète qui a été faite maintenant, il y a cela quelques mois. N'hésitez pas à consulter sur la chaîne les anciens entretiens que nous avons pu faire pour éviter des bis repetita, surtout lorsqu'on a pris le temps pendant plus d'1 heure et demie avec Pierre-Antoine Plaquevent de pouvoir traiter le sujet en profondeur, avec en plus, comme je vous le rappelle, un article de fond que vous avez dans la revue mensuelle. Revue mensuelle, vous avez 7 jours d'essai maintenant, donc vous pouvez même accéder à cette revue qui contient l'article de Pierre-Antoine Plaquevent. Vous avez tous les liens en description. Donc Lara, peut-être un dernier commentaire, je crois t'avoir vu lever le doigt, et après on pourra continuer sur l'actualité nationale. Oui, non, mais voilà une science qui était bien connue dans les années 90 et qui est aujourd'hui placée sous silence, la géo-ingénierie. Déjà en 1980, quand il y a eu des JO à Moscou, ça a été clairement utilisé et presque les soviétiques s'en vantaient d'avoir éliminé la pluie pendant les épreuves. Donc tout à coup, cette science-là, quand on en parle, elle est quasiment interdite d'études. Pourtant, pour nos scientistes, ce serait peut-être pas une mauvaise chose que d'avouer que c'est tout à fait possible d'influer par l'homme sur les précipitations qu'on reçoit. Mais bon, comme c'est caché, à mon avis, c'est pas caché pour rien. Absolument. Vous avez, c'est la même chose, par exemple, avec le désastre de la électorale et du trucage et de la tricherie aux élections américaines. David Lane, notre principal intervenant, le disait, c'était reconnu, c'était une notoriété publique, non pas tant la triche que le fait que vous aviez un système électoral qui était très mal fichu, qui était digne d'une république bananière pour ce qui était censé être la première démocratie du monde. Et tout le monde le disait, et c'était absolument pas jugé comme complotiste. Et puis il y a eu la fameuse élection de 2020, avec, on le sait, les conséquences et le refus d'accepter sa défaite par Donald Trump, et certainement à juste titre. Alors, depuis ce jour-là, toutes ces études, où tous les acteurs, tout le monde reconnaissait qu'il y avait énormément de trous dans la raquette, qu'on n'était même pas dans certaines situations dans le droit de demander une carte d'identité. Je rappelle qu'hier, un juge démocrate a interdit le double comptage des machines avec un comptage humain. Donc, on est sur un système qui, en plus, diffère d'un comté à un autre, d'une ville à une autre, d'un État à un autre. Il était reconnu que ce système ne fonctionnait pas. Mais alors, depuis l'affaire Trump, interdit d'en parler, sinon vous êtes un dangereux complotiste. C'est profondément puéril, encore une fois. Alors, peut-être parler donc, Raphaël, du fameux sondage des Français, le sondage Odoxa sur il faut toujours donc avec les précautions d'usage dès qu'il est question de sondage, encore plus quand il est question d'Odoxa. Mais quand même,
il ne laisse guère de doute que les Français sont favorables à une nouvelle loi sur l'immigration voulue pour 2025 par Bruno Retailleau. Ils sont, mais ça on n'en est pas réellement surpris, quoiqu'on est surpris du pourcentage. Seulement 61% des Français souhaitent être consultés par référendum avec modification préalable de la Constitution sur l'immigration. Ça veut dire que 40% des Français, c'est quand même pas rien, 39%, 40% des Français, non, j'ai pas envie, non, ça ne me concerne, l'immigration ne me concerne pas, je ne vois pas pourquoi on devrait m'interroger, non. Déjà, bon, moi je trouve ça éminemment douteux comme résultat. Mais alors que, en toute logique, même si vous vous en foutez, je vois pas pourquoi vous seriez hostile à un référendum. Pourquoi les électeurs seraient hostiles? C'est comme demander à un aveugle s'il veut voir. Enfin, on devrait être heureux toujours de pouvoir voter, à moins de considérer que voilà, il faut faire barrage au bruit des bottes et que la meilleure manière de sauver la démocratie est de ne pas avoir de démocratie du tout. Donc peut-être que 40%, voilà, sont des adeptes de cette espèce de principe de refus du principe de non-contradiction, c'est-à-dire que évidemment, pour la paix, il faut faire la guerre, et pour avoir des démocraties, il faut une absence totale de démocratie, évidemment. Alors à ce moment-là, moi je ne peux plus rien y faire, c'est une simple question de logique qui est bafouée. Qu'est-ce que disent les Français? Alors, 84% sont favorables à rétablir le délit de séjour irrégulier des étrangers concernés par une OQTF, c'est-à-dire ce qui permettrait de les mettre dehors un peu plus rapidement. Permettre au Parlement de se prononcer chaque année sur des quotas d'immigration, 78%, oui. Alors moi, je serais plutôt pour des quotas de remigration à titre personnel. Bon. Donc le quota d'immigration, non. Là, c'est plus qu'un épisode Cévenol. Hein, là, ça fait longtemps que ça a débordé. Réduire le regroupement familial est aussi souhaité par les Français. Prolonger la durée de détention pour les étrangers en situation irrégulière, ils y sont favorables à 72%. Alors, obliger les demandeurs d'asile à formuler leur demande d'accueil dans leur pays d'origine ou dans un pays tiers plutôt que dans le pays d'accueil, 71%. Alors oui, sachant que Macron, qui essaie de se faire son Mitterrand, hein, toujours à s'opposer, hein, comme il l'avait fait à l'époque entre 86 et 88, par rapport à la politique voulue par Charles Pasqua. Et donc il y a toujours cette volonté de se distinguer, et plutôt à gauche évidemment. Il faut dire qu'il y a de quoi être fier, Macron, puisque c'est quand même le recordman européen de l'absence d'exécution des OQTF. Il peut être fier de lui. Supprimer l'aide médicale d'État, 69%, ils sont aussi favorables. Donc, ils sont favorables, oui, voilà, je disais, je me suis légèrement trompé. 64% sont favorables à un référendum et 35% non. Ça reste quand même un Français sur 3 qui n'y est pas favorable. Voilà, ce qui m'amuse beaucoup. Là, j'ai fini. Pardon, non mais vraiment, ça me fait rire. C'est d'une puérilité, ces sondages. Mais comment voulez-vous croire des chiffres pareils? Bon, enfin, j'ai fini. Lara, est-ce que tu as un commentaire par rapport à ça? Non, pas tellement. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hein. Enfin, c'est d'elles-mêmes. Enfin, je trouve que on est sur les tendances auxquelles l'État n'a toujours pas trouvé de réponse. On n'a pas apporté de réponse, surtout. Surtout qu'il ne faut pas oublier que même si il y a des propositions de loi, il faut que les lois puissent passer, puissent être votées. C'était d'ailleurs des mesures qui avaient été... On a le Conseil constitutionnel qui de toute façon interviendra. Donc, si vous avez le Conseil constitutionnel, n'oubliez pas évidemment que nous sommes aussi sous le joug de la législation européenne. Et lorsqu'on veut parler d'immigration, à partir du moment où le pacte migratoire est toujours en vigueur, qui fait que nous sommes forcés pour les États membres de l'Union européenne sont forcés de recevoir des migrants et s'ils les refusent, il y a des amendes qui sont très salées par migrant, qui représentent des sommes à 5 chiffres, si je ne me trompe pas. 20 000 €. Voilà, donc c'est quand même plutôt pas mal. Donc on peut tout simplement sourire face à ce genre de mesures qui permettent peut-être de calmer ou en tout cas de satisfaire une partie de la population française, car les sondages en tout cas permettent de montrer un mécontentement qui doit, à mon avis, être... Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là
moyens pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.